Alors, c'est parti pour ce grand entretien avec Michel Paulin, le directeur général d'OVH Cloud. C'est notre pépite française dans le numérique qui prend de l'ampleur à l'international. Alors, je disais, on n'a pas encore de GAFAM, mais peut-être que ça va arriver. Peut-être que vous serez la première lettre d'un GAFAM français. Peut-être. En tout cas, ce qu'on souhaite, c'est que on puisse créer des champions européens qui, dans le domaine de la tech, soient capables d'innover et de proposer des solutions totalement innovantes à toute la planète. Là, ça fait 1 an qu'il y a eu l'introduction en bourse. Qu'est-ce que ça a changé ? Alors, je pense que ça a changé plusieurs choses. Techniquement, on a d'abord levé de l'argent. Ça nous a permis de lever 350 millions d'euros, en plus de garantir un prêt de 920 millions d'euros. Donc, ça nous permet d'avoir aujourd'hui notre plan qui est financé sur les 5 prochaines années. Pourquoi faire ? Alors, oui. La deuxième chose que je veux dire, avant peut-être de dire pourquoi faire, c'est que ça nous a aussi donné une forme de crédibilité et de visibilité à l'international. Nous sommes présents dans tous les 4 continents et clairement, aujourd'hui, d'être cotés, ça donne une visibilité et une crédibilité qui nous a permis de continuer à accélérer la croissance à l'international. Alors, donc de toucher des clients d'une dimension supérieure à ce que vous aviez avant ? Oui, je pense qu'il y avait des questions de dimension de taille de clients, comme par exemple aux États-Unis ou au Canada. Je pense aussi même de marque, de visibilité en termes de marque. Nous sommes sur le marché du B2B, mais néanmoins, la marque, c'est important. Oui. D'autant que nous, 50% de notre chiffre d'affaires, 48% pour être précis, notre chiffre d'affaires, c'est du e-commerce. On vend directement à travers des sites web. Et donc, c'est très important d'avoir une marque qui soit capacité de rayonner. Et donc, oui, l'introduction en bourse nous a donné beaucoup de crédibilité sur le territoire asiatique, le territoire américain. Je donne juste quelques chiffres. Les États-Unis, désormais, c'est notre 2e pays après la France. Oui. Il nous a fait 80% de croissance l'année dernière. Donc, en Asie, on fait 45% de croissance. Pourtant, ça ne doit pas être le continent le plus facile à séduire. Non, c'est un continent c'est exigeant. là où aujourd'hui, on a tous les grands du cloud, quand même. Bien sûr, la compétition est très forte. C'est le plus gros marché mondial. Mais on a, je pense, aujourd'hui une proposition de valeur qui intéresse ces entreprises. Et en particulier autour, d'abord, un ratio prix-performance qui devient un vrai sujet au niveau du cloud. Beaucoup de gens s'interrogent sur le coût du cloud, qui était un peu un des arguments pour dire migrez vos systèmes vers le cloud, vous allez faire des économies. Et puis là, il commence à y avoir des systèmes dans lesquels ce n'est pas tout à fait le cas. Et puis deuxième, tout ce qui est la protection des données. On voit même aux États-Unis, c'est un débat qui est en train de monter de plus en plus. Les débats qui entre TikTok et ce genre de choses, on pourra en discuter. Oui. Mais donc c'est un sujet qui devient vraiment très très important. Nous, on ne touche pas aux données des clients. On n'est pas en compétition avec nos clients. Et ça plaît à beaucoup de sociétés tech. Bon, alors là, vous avez abordé plein de sujets, ça me donne plein de questions. Mais peut-être qu'on va reprendre le sujet depuis le début, préciser les activités. Parce que quand on parle du cloud, on parle de quoi exactement ? Alors c'est vrai que le cloud, ça fait un peu nuageux, c'est le cas de le dire. Et donc parfois c'est un peu abscon. En réalité, c'est très industriel. Et notre métier, c'est de fournir des infrastructures, donc des ordinateurs, et également des logiciels qui permettent aux directions informatiques, aux data scientists, aux gens qui manipulent ou gèrent des données, d'avoir tous les outils pour pouvoir gérer ces données, les stocker, les échanger, et également les traiter de manière efficace. C'est ça le cloud. Et on le fait dans des... Et donc il y a plusieurs métiers. Il y a beaucoup de métiers. Il y a des métiers qui sont des métiers logiciels, il y a des métiers qui sont des métiers hardware, et donc on fournit ces services-là. La valeur du cloud, c'est que vous le faites à la demande. C'est-à-dire que vous n'achetez pas les infrastructures, vous louez des infrastructures. Et donc, en fonction de vos besoins, vous allez utiliser ces services à la demande dans des systèmes de tarification qui peuvent être à l'heure ou à la minute. Donc, on est vraiment sur un sujet qui est à la demande. Donc, c'est un outil qui est très flexible. En revanche, c'est très vaste maintenant. Il faut voir que nous avons 80 services, par exemple. Mais alors, quand vous dites on ne touche pas aux données des clients, donc les clients, quand même, vous confient l'hébergement de leurs données de la même façon qu'ils vont les confier à un Amazon Web Service ou à un Google Cloud. Oui, mais personne en revanche, ne touche aux données des clients, mais vous en êtes un petit peu le garant sur la protection. Oui, alors, ce qui veut dire, c'est qu'il y a tous des débats pour savoir est-ce que vous avez le droit d'utiliser les données pour pouvoir les valoriser, est-ce que vous avez le droit d'utiliser les données pour améliorer vos services, est-ce que vous avez le droit d'utiliser des données pour éventuellement même les vendre. Ça, c'est contractuel. Oui, justement, mais par défaut, il y a certains acteurs qui, aujourd'hui, font ce type de pratique. Nous, on ne fait pas ça. Et en plus, on n'est pas en compétition avec nos clients. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous ne faisons pas de gaming, nous ne faisons pas de streaming, on ne fait pas de e-commerce.
Donc aujourd'hui, nous sommes un acteur qui, vis-à-vis de ces acteurs-là, est totalement neutre. On est en complément, on les aide à se développer. On n'est pas là, entre guillemets, une société du e-commerce, par exemple, elle a peut-être intérêt à venir chez nous parce qu'on sait qu'on ne va pas faire du e-commerce Plutôt que contre elle. d'aller chez un Amazon, autrement dit. Aujourd'hui, vous êtes numéro 1 en Europe? Oui, numéro 1 en Europe. On est dans le top 10 mondial, malheureusement le seul européen. Dans le top 10 mondial, ouais, c'était ma question. Ok. Mais il n'y a que des Américains et des Chinois. Oui, et un Alibaba, Japonais. oui, en Chine. Ouais. Et Tencent, Alibaba, Huawei. Donc le seul européen. Je voulais quand même qu'on reste un petit peu sur l'Europe déjà. Donc vous avez obtenu un prêt de la BEI, 200 millions d'euros. Donc je reviens à ma première question. Alors pourquoi faire donc tout ça? Alors d'abord, on est très heureux d'avoir eu ce prêt, parce que pour nous, c'est le gage comme quoi, d'abord, le projet d'OVH Cloud fait sens, et qu'il fait sens économiquement. Deuxièmement, la BEI finance, c'est le maximum qu'elle peut financer, 200 millions, c'est le maximum du prêt. Elle donc finance grosse des marque de infrastructures en Europe. confiance. Et donc, l'ambition de ce prêt, c'est de continuer à développer des data centers, des infrastructures en Europe. On a un plan aujourd'hui au niveau mondial de 15 nouveaux data centers dans les 2 prochaines années. Aujourd'hui, on en a 33. Et donc, on va augmenter fortement notre présence par des nouveaux data centers. Et puis après, la deuxième chose, vous l'avez un peu évoqué aussi sur l'introduction en bourse, ça nous donne une poche, puisqu'on avait levé 920 millions d'euros de dette, de capacité de dette pour faire justement de planification, ça nous donne des opportunités éventuellement d'acquisition. On pense qu'en plus, c'est le bon moment en ce moment en fonction de ce qui est en train de se passer. Donc l'idée, c'est de travailler cette autonomie stratégique de l'Europe. Si la BOI vous fait confiance, c'est aussi parce que vous pouvez être un acteur clé dans cette autonomie stratégique. Mais comment on fait véritablement pour se mesurer à des géants comme les GAFAM, les géants américains dans le cloud? Qu'est-ce qui nous manque aujourd'hui en Europe? Ce n'est pas une question d'acquisition, de croissance externe. Il y a aussi un point technologique quand même. Alors moi, je pense qu'il y a plusieurs facteurs. Le premier facteur quand même, et c'est un facteur clé, c'est de dire qu'il faut d'abord faire des bons produits et il faut d'abord être innovant. Oui. Et donc l'innovation, c'est au cœur de tout le succès, quelles que soient les géographies. Après, si vous regardez ce qui se passe en Corée, ce qui se passe à Taïwan, ce qui se passe aux États-Unis ou ce qui se passe en Chine, c'est pas par hasard qu'il y a des champions. C'est pas parce qu'ils ont un meilleur marketing que nous. Tout ça, c'est pas vrai. C'est comme si on disait aujourd'hui que les Français dans le luxe n'avaient pas de bon marketing. C'est pas vrai. Aujourd'hui, ils sont également excessivement aidés par un certain nombre de facteurs. Le premier facteur, c'est une régulation et la commande publique extrêmement forte. Tous ces acteurs-là sont massivement aidés par une stratégie publique d'achat, mais également de régulation et parfois d'investissement. Le deuxième, c'est des financements. On sait que les États-Unis ont une capacité de financement pour aider les entreprises en introduction en bourse, en venture, en scale-up, pour pouvoir les aider à avoir un capital qui est le poids. Le troisième, et j'aurais peut-être dû commencer par ça, les talents et l'innovation. Oui. Aujourd'hui, il faut investir dans les universités, il faut investir aujourd'hui dans les doctorants, il faut investir dans les maths, il faut investir dans parce que, quoi qu'on en dise, l'innovation, c'est d'abord un jeu intellectuel, c'est d'abord des talents. Et aujourd'hui, on n'a désespérément pas suffisamment d'ingénieurs aujourd'hui en Europe. Et puis en plus, il faut savoir, quand on trouve des bonnes compétences, ces talents, il faut savoir les rémunérer à la juste valeur. Ouais. Et aujourd'hui, le marché, il est un peu dumpé par les Américains, les Chinois, qui proposent des salaires mirobolants. Donc il faut être capable de suivre aussi. Il y a une compétition très forte sur les talents, et donc il faut être compétitif sur les talents. Et on essaye, nous, de fournir des rémunérations, mais également des systèmes à long terme. Et l'introduction en bourse nous a permis justement d'associer l'ensemble des salariés. On est très très fiers, nous, d'avoir 98% des salariés qui ont souscrit au moment de l'augmentation de capital chez OVH Cloud. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment un attachement qui est important au projet. Et pour nous, c'est capital. Donc oui, c'est un jeu de talent, mais il faut les former aussi. Il faut les rémunérer, il faut les former. Donc aujourd'hui, il manque malheureusement dans les universités. Il faut investir dans les universités. Il faut être capable d'investir dans tout le processus d'université. J'avais souvent dit que nous, on ne cherche pas des subventions. Je pense que les subventions, c'est rien. On cherche de la commande publique. Ça, c'est ce qui est le vrai driver d'un vrai business. Et ensuite, une partie de ces innovations, de ces subventions qu'on donne, on devrait les réinjecter dans les universités. Nos grandes universités françaises qui sont un peu en souffrance, ça c'est vrai. Alors, je voulais revenir aussi sur le point intelligence logicielle et toutes les solutions que vous proposez. Octave Klaba disait, il faut aller vers, donc le fondateur de OVH Cloud, je précise, il faut aller vers de vraies solutions pour se mesurer aux États-Unis et au cloud américain. De quoi on parle? Quelles vraies solutions?
Écoutez, le cloud a commencé dans ce qu'on appelle, alors, excusez-moi du jargon, du IaaS, Infrastructure as a Service. C'est ce qui permet de gérer les données, de les stocker et de les échanger. Donc ça, aujourd'hui, vous êtes considéré comme un hyperscaler, donc Du IaaS. vraiment un poids lourd du IaaS. Ok. Voilà. Mais le cloud a beaucoup évolué par ce qu'on appelle le PaaS, Platform as a Service. Ouais. Et là, c'est l'ensemble des outils d'intelligence artificielle, de virtualisation, de containerisation. Je ne vais pas rentrer dans tous les vocables qu'on utilise, qui sont des applicatifs qui permettent aux data scientists, qui permettent aux développeurs, qui permettent aux administrateurs de systèmes d'avoir tous ces outils pour mieux développer des applications ou mieux utiliser les données. Et donc, c'est tout un stack logiciel que nous sommes en train de développer, principalement sur l'open source. Oui, parce que là, IDC est un peu sévère quand même. Le cabinet d'études dit que pour l'instant, sur cette plateforme as a service, vous êtes encore à la traîne, OVH, par rapport au... Ouais, enfin, on est quand même dans la deuxième catégorie, major. géants du cloud. Il y a les leaders qui sont les 3 hyperscalers, et puis sinon, tous les autres, ils sont dans la même catégorie que nous. Donc oui, sévère par rapport à benchmark par rapport à ces acteurs-là. Mais aujourd'hui, on est le seul Européen sur ce panorama. Et en plus, on a monté d'un cran en 2 ans. Et donc, on est maintenant major player. Donc, pour nous, c'est une grosse fierté d'être dans ce tableau IDC. Après, on a du travail à faire. Est-ce qu'on peut progresser dans ce domaine sans les Américains? Parce que vous aviez un partenariat avec Google, Oui. que vous avez rompu. Oui. Vous avez décidé d'arrêter. Ça veut dire qu'on peut faire sans? Alors, d'abord, une première chose, c'est que personne ne fait sans partenariat. Personne ne peut prétendre aujourd'hui qu'il a une autonomie complète sur 100% du stack. Personne. Ouais. La preuve, c'est qu'un AWS, il fait pas, il construit pas ses ordinateurs. Il fait avec des partenaires. Et même les Américains, par exemple, ils sont pas à 100% sur les technologies américaines. Sans les Taïwanais, sans les Coréens, eh bien aujourd'hui, une grande partie de ces logiciels-là ou de ces systèmes-là ne pourrait pas fonctionner. Donc l'autonomie parfaite, elle n'existe pas. La seule nation qui a dit qu'il voulait avoir une autonomie complète dans les 15 prochaines années, c'est la Chine. Je ne sais pas s'ils vont y arriver, parce qu'aujourd'hui, ils ne le sont pas, mais c'est la seule nation qui l'a dit. Les autres, on ne peut pas. Donc nous, on croit qu'il faut des partenariats équilibrés. Et aujourd'hui, nous avons des partenariats équilibrés. Et quand on dit équilibré, c'est-à-dire que c'est... Et là, c'était plus équilibré. Mais surtout, c'est qu'il y avait un sujet de fond, c'est que nous voulons que nos systèmes garantissent la protection des données dans ce qu'on appelle, alors c'est un tout petit peu technique, le mode déconnecté. C'est-à-dire que vous garantissez qu'il n'y ait pas d'échange de données que vous ne maîtrisez pas. Il faut savoir que le cloud, il y a des échanges de données en permanence qui se font. Nous, on n'a pas ces modèles-là. Et donc, quand on fait un accord avec VMware, qui est un de nos grands partenaires, c'est dans un modèle déconnecté. Et nous avons d'ailleurs eu la certification Secnum Cloud, qui est le plus haut niveau de certification français en termes de sécurité. Google a fait d'autres accords et il nous a annoncé qu'à terme, il ne garantissait pas la déconnexion. C'est contraire à notre mode de fonctionnement. Là, on devient plus équilibré. On devient totalement dépendant de technologies qui sont des technologies qui ne sont plus des technologies qui respectent le fondement de nos valeurs, qui sont la protection des données de l'ensemble de nos clients. Et alors, vous allez chercher un autre partenaire pour le remplacer? Ou c'est On des a déjà négociations d'autres qui sont en partenaires. cours On a d'autres partenaires déjà. Et après, ce qu'on fait, c'est qu'on travaille... Aujourd'hui, l'ensemble du développement qu'on fait, on le fait avec 3 moyens. Le premier moyen, c'est nos développements. On a 900 développeurs aujourd'hui de logiciels chez OVH Cloud et ils continuent à développer. Et comme l'a dit Octave, on va aller de plus en plus vers l'open source pour même donner la disposition de tout ce que nous développons à tout le monde en mode open source. Et donc là, on a aujourd'hui dans l'intelligence artificielle, dans le stockage, dans le domaine de la virtualisation, autour de la containerisation, énormément de développement en propre. Le deuxième, on a des partenariats. Je peux en citer, VMware, je l'ai cité, Oui. MongoDB, des gens comme Ivan, qui sont des gens qui travaillent aujourd'hui sur les bases de données. Donc, on a vraiment aujourd'hui des capacités d'intégrer. Et le troisième, c'est des acquisitions pour nous aider à accélérer la roadmap. Et donc, on a fait 4 acquisitions ces 2 dernières années. Et on va continuer à faire des acquisitions pour justement être capable de continuer à, d'une certaine façon, acquérir plus rapidement des développements qui ont été faits par des tiers. C'est compliqué de faire bouger des grandes organisations. Alors, ça peut être des organisations étatiques ou je ne sais pas, le CAC 40 en France, par exemple, de leur dire vous avez l'habitude de travailler avec certains prestataires de cloud. On vous propose de changer, de passer sur une solution souveraine. C'est compliqué de les faire migrer? Ce n'est jamais simple de faire migrer, sachant que principalement aujourd'hui les sociétés du CAC 40, elles sont chez elles, ce qu'on appelle on-premises. Oui. Elles sont dans leur data center, c'est l'essentiel. Les grandes banques aujourd'hui, elles sont d'abord chez elles. Elles migrent rapidement ou plus ou moins rapidement vers le cloud. C'est toujours complexe d'aller surtout qu'il y a une forme de simplicité à se dire moi je vais prendre le leader du marché, comme ça j'ai pas de problème. En revanche, nous on a, je pense, un positionnement aujourd'hui qui fait sens.
Et si vous regardez aujourd'hui on a décidé de rentrer dans le marché des grands comptes, en particulier français et européens, il y a uniquement 4 ans. Donc pour nous, c'est relativement nouveau. C'est le segment qui croît le plus vite chez nous. Donc aujourd'hui, le secteur aujourd'hui des grands comptes, c'est le secteur qui croît le plus vite. Et on le fait avec des partenaires, là encore. Donc on a signé des grands partenariats avec des gens comme Accenture, Cap, Soprasteria, Inetum, GFI, DXC, justement pour être capable d'accompagner nos clients et les clients de nos clients à travers ces technologies-là en utilisant OVH Cloud. Nous, la conviction que nous avons, c'est qu'à long terme, un grand compte, il aura plusieurs fournisseurs de cloud. C'est ce qu'on appelle le multi-cloud. Il aura 2, 3, peut-être 4, en fonction des différents types d'applications qu'il a. Et l'avantage que nous avons au OVH Cloud, c'est que d'abord, on est moins cher, et deuxièmement, on est ouvert, réversible et interopérable. Ça, c'est quelque chose qui est extrêmement fort. Donc, il n'y a aucun risque. Conditions qui vont s'imposer à toute l'Europe à travers Gaia-X, c'est ça l'idée? Alors, Gaia-X n'est pas d'imposer une sorte de norme. Gaia-X n'est pas un organisme de normalisation. Ce n'est pas eux qui font la réglementation. Nous, on est membre fondateur de Gaia-X. En revanche, il définit quelles sont les règles qui permettent de garantir l'interopérabilité. Ouais. C'est ça que fait Gaia-X. Et donc, nous, on pense que de la même façon, je viens du monde des télécoms, la portabilité du numéro, au début, ce n'était pas gagné. Et ben, de la même façon que l'interopérabilité du cloud devrait être une exigence. Et donc, aujourd'hui, certains acteurs ne le font pas. Ils ne respectent pas un certain nombre de critères qui permettent facilement de changer d'opérateur et de migrer des applications d'un opérateur à un autre. Nous, on pense que c'est des pratiques anticoncurrentielles, voire parfois des positions dominantes. Moi, je les entends bien, notamment, je reçois régulièrement Henri Dagrin du SIGREF ici, qui représente les directeurs des systèmes d'information de ces grandes organisations. Ils se plaignent des conditions qui sont imposées aujourd'hui par les solutions américaines, mais pour autant, ils n'en changent pas. Après, c'est des choix. Alors, ils n'en changent pas, je relativiserai, certains ne changent pas. Comme je vous le disais, c'est le secteur qui on c'est en train de bouger, mais en fait, finalement, il y a des choses qui bougent. Et après, le retard de l'Europe sur le cloud, c'est aussi, pour vous, une explication du retard de l'Europe sur une certaine autonomie autour des data? Ah oui, clairement. Ouais. Et je pense que l'Europe a négligé l'importance de la donnée. Les données, aujourd'hui, c'est au cœur de nos vies. C'est au cœur de nos vies personnelles. On le voit à travers tout ce qui se passe sur les fake news, etc. C'est aussi au cœur des vies économiques. Et je pense que la donnée, tout ce qui est autour de la donnée, de l'écosystème autour de la donnée, c'est aussi important que l'énergie, aujourd'hui dans nos vies. C'est aussi important que l'agriculture, c'est aussi important que l'écologie. Et donc, il ne faut pas négliger ça. Et donc, l'Europe a un peu minimisé en disant c'est de la partie technologie et je vais sous-traiter ça à des tiers, qu'ils soient asiatiques ou qu'ils soient américains. Et je crois qu'il y a une prise de conscience comme quoi vous ne pouvez pas développer une activité sereine et autonome si vous ne maîtrisez pas un certain nombre de ces technologies-là. Donc, c'est tout l'enjeu sur un certain nombre d'initiatives de l'Europe par Thierry Breton et que nous, on salue. Je crois qu'il faut aller plus loin, il faut être encore plus visionnaire. Il faut que là, les États soient visionnaires. C'est très intéressant de voir qu'une des dernières visites du président américain Biden en Europe, suite à la guerre en Ukraine, il y a une sorte de trade-off entre je vous donne du pétrole et du gaz, mais vous me donnez des données. Absolument. Donc on voit bien qu'ils ont une vision stratégique aujourd'hui de la notion de données. Les discussions qu'il y a en ce moment en géopolitique entre les États-Unis, les affrontements entre les États-Unis et la Chine autour de TikTok montrent l'importance qui est perçue aujourd'hui par les gouvernements aujourd'hui. Nous devons faire la même analyse. Maintenant, surtout, une fois que l'analyse est faite, il faut y aller. Alors justement, pour être un peu plus précis, c'est-à-dire que devant la montée de cette question de la souveraineté, de l'autonomie numérique, enfin des velléités d'autonomie numérique de l'Europe, les Américains, ils ont trouvé une réponse, en fait. Les GAFAM dans le cloud, ils disent, nous, en fait, on vient comme un prestataire technologique, on vous apporte le meilleur des technologies, mais tout reste chez vous, tout est chiffré, vous avez les clés, nous, on n'en fera rien de vos données puisqu'on n'y a pas accès. Alors moi, je vais juste répondre. En tout cas, semble-t-il, c'est ce que certains acteurs répondent pour dire c'est la solution. Semble-t-il, le gouvernement américain dit que ça ne suffit pas. C'est-à-dire c'est très intéressant. Il faut savoir que TikTok... Dans l'autre sens. Voilà, dans l'autre sens. Quand ça les concerne, TikTok est hébergé aux États-Unis et ça ne suffit pas. Donc je pense que là, il faut être un tout petit peu plus... C'est pas parce qu'il y a de l'encryption qu'aujourd'hui, vous n'avez pas accès aux données. On sait très très bien que l'encryption, ça peut se casser. Alors après, il y a plein de mécanismes très sophistiqués qui vont faire que ça va être plus ou moins long. Mais le niveau de risque est très faible, vont me répondre certains. Le niveau de risque est très faible. Aujourd'hui, c'est pas uniquement une question de risque. Dans ce cas-là, vous ne prenez jamais d'assurance. Et donc aujourd'hui, quelles sont les données sensibles? Est-ce que vous voulez que les données aujourd'hui de santé des Français soient accessibles dans certaines conditions par n'importe qui? Voilà, c'est la question. Et qu'est-ce qu'ils en font? Voulez-vous aujourd'hui que les algorithmes
qui gèrent un certain nombre de nos vies personnelles et professionnelles, ne soient pas transparents, ne savent pas qui en tire parti et qui les manipule. On sait bien que les algorithmes d'intelligence artificielle, aujourd'hui, manipulent les informations. Ce n'est pas Cambridge Analytica qui va prouver le contraire. C'est une réalité. Donc je pense que ça mérite au moins une ouverture, une transparence et un minimum de régulation. Alors, on est en train de faire la aussi... traçabilité de la viande, je ne vois pas pourquoi on n'aurait pas la traçabilité des données. On m'a aussi suggéré un argument, c'est celui de la disponibilité. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le fournisseur technologique est américain, s'il décide un jour d'arrêter son service, de ne plus le mettre à jour, par exemple, eh ben on n'a plus de disponibilité du service, on ne peut plus accéder à nos données. Ah, c'est clair, c'est vrai. C'est totalement... bien sûr, si aujourd'hui, pour des questions... stratégique, ce qui est le cas comment dire, là encore, que les Américains qui ont décidé de enlever un certain nombre de technologies d'accès aux Chinois. Oui. Donc ils l'ont fait pour la Chine. C'est Oracle aux États-Unis qui gère TikTok. Oui, mais vous savez, ils ont interdit par exemple d'accès à un certain nombre de chipsets, chipsets aux États-Unis. Absolument. Donc, les États-Unis aujourd'hui. Donc on voit bien quand même dans l'enjeu de confrontation qu'il y a, alors confrontation parfois amicale, ce sont des alliés. Ce sont des alliés, c'est ce que j'allais dire. Mais on voit bien quand même qu'ils utilisent les moyens d'abord à leur intérêt. Qu'est-ce qui s'est passé pendant la crise du Covid ? Pendant la crise du Covid, il y avait des enjeux qui étaient des enjeux aujourd'hui d'approvisionnement d'un certain nombre de composants. Quels ont été les critères de choix pour approvisionner les différents fournisseurs ? Quand vous ne maîtrisez plus rien, que vous ne savez plus, on voyait que c'était même les masques, on ne les maîtrisait plus. Qui décide qui va être approvisionné en chipset ou en éléments CPU, en mémoire, avant les autres ? Vous voyez bien que les clés du camion ne sont plus chez vous. C'est pas vous qui décidez. Et donc, à un moment où il y avait plus suffisamment de composants, eh bien, certains acteurs ont privilégié d'autres acteurs nationaux. Donc, les alliances aujourd'hui qui se font en France, comme Bleu, comme Sens, avec des grandes entreprises françaises qui se portent garant finalement de la souveraineté de la solution, mais en coopération avec des acteurs américains, ça n'a pas de sens selon vous ? Alors, c'est pas un jeu de mots, sens n'a pas de sens. Mais non, c'est pas que ça n'a pas de sens, c'est que je pense que ça ne répond pas au problème. Oui. Je ne sais pas si ça répond au problème de la souveraineté des données d'un point de vue légal. Je ne sais pas, je ne suis pas un spécialiste légal. On a Max Schrems en Autriche qui va s'occuper de répondre à cette question. Si j'écoute ce qu'a dit le gouvernement néerlandais avec des avocats, c'est que semble-t-il, ce n'est pas le cas. Oui. Mais je ne vais pas rentrer dans ce débat-là. Mais en revanche, ça ne règle pas un problème qui, pour moi, est un problème stratégique de l'Europe. Ça ne règle pas le problème de la souveraineté technologique. Il faut des rapports équilibrés. Là, on est en train de revendre du cloud, qui est le cloud à 100% hardware et software, avec une toute petite valeur ajoutée qui est faite par ces acteurs-là. Donc c'est de la revente, c'est de la distribution. Donc il n'y a pas de technologie qui est aujourd'hui développée autour de ces clouds-là. Chez OVH Cloud, nous, on développe nos technologies. On fait des partenariats aujourd'hui, mais c'est des partenariats équilibrés avec des acteurs américains, français, européens. On travaille avec des Français comme Atempo, on est très fiers avec Sequoia, avec Tetris. Il y a énormément de valeur. Oui, vous nous dites, Michel Paulin, cette autonomie stratégique de l'Europe, c'est pas un fantasme, on peut y arriver ? Mais bien sûr, pourquoi vous croyez qu'on est le plus gros marché mondial d'IT ? Pourquoi aujourd'hui les ingénieurs français, européens seraient plus bêtes que les ingénieurs chinois ou américains ? Pourquoi aujourd'hui les entrepreneurs européens, la French Tech, etc., aujourd'hui ne pourraient pas se développer ? Je pense qu'aujourd'hui, il faut comprendre que les terreaux qui ont créé ces champions à Taïwan, plus petit marché, en Corée, ont été massivement aidés dans un écosystème que j'évoquais. Et donc, il n'y a pas aujourd'hui de complexe à avoir. L'Europe est capable de développer des champions qui garantiront un rapport équilibré. Et c'est ça qu'il faut chercher. Eh ben, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Michel Paulin. Merci. Je rappelle que vous êtes le directeur général d'OVH Cloud, notre champion international Made in France. Juste après la pause, on va parler de football et de mobile.